est-ce que c'est normal d'aller postuler à un job et de ne découvrir le salaire qu'on t'offre qu'à la fin de 3, 4, 5, 6 entretiens? Le recrutement, c'est un vrai catalyseur aussi parce que c'est là où tu peux créer des gros Exactement. gaps. Par contre, au niveau concret, c'est juste énormément de boulot en fait. Ouais. C'est énormément de boulot pour l'entreprise et pour les RH. Et ça fait pas. Et donc en fait, on se dit il faut baser la REM sur des évaluations objectives. Et à côté de ça, on trouve que nos évaluations aujourd'hui sont trop subjectives. Quelque chose que les gens ne voient pas forcément venir, c'est l'impact de la transparence des salaires. Ne va pas être que sur la politique de gestion de la rémunération d'entreprise. En fait, ça va être un point d'entrée qui va impacter plein d'autres processus RH, dont les revues de performance. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois, je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on va parler rémunération avec Virgile Ringard, ancien RH et maintenant CEO d'une boîte que j'aime beaucoup, Figures. Virgile est un acteur engagé de l'écosystème RH et cherche à mettre en avant la transparence et l'équité des rémunérations. La rémunération, on le sait, ça a toujours été un sujet très tabou en entreprise. Comment fixer une rémunération juste? Sur quoi s'appuyer? Comment allier suivi de la performance et rémunération? On décrypte tous ces sujets avec Virgile. Les RH face à la transparence, on en parle encore une fois sans tabou avec Virgile. Bonne écoute. Bienvenue Virgile. Salut Paul. Je suis ravi de t'accueillir. Pareil, ravi d'être ici. Tu le sais Virgile, on commence toujours ce podcast par un petit exercice qui est le CV en moins d'une minute. Je trouve que c'est une bonne manière de rentrer dans le vif du sujet et présenter nos invités. Ce que je te propose du coup, c'est qu'on commence par ça et puis je vais chronométrer tout ça. Avec plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas passé d'entretien en plus, donc ça me remet un peu dans le bain. Allez. Moins d'une minute, c'est parti? C'est parti. Alors j'ai un parcours un peu particulier parce que moi à la base j'ai des études en maths informatique et j'ai viré par la suite en master vers les ressources humaines. Donc j'ai background un peu particulier à ce moment-là. Et ensuite j'ai fait 12 ans dans les ressources humaines, j'ai commencé dans des fonctions très spécialistes, rémunération, puis SIRH, mise en place du CRH. Et après j'ai pris des fonctions de RH plutôt généralistes dans des grosses boîtes, puis internationales, techniques. Puis après j'ai fait plusieurs années chez Criteo, où j'étais DRH des équipes tech entre la France et les US. Et ensuite, j'ai voulu franchir le cap et passer, jeter dans le grand bain des startups. Je suis devenu DRH de startup chez Comet. Et après 2 ans chez Comet, j'ai voulu... En fait, j'avais une frustration tout au long de ma carrière, c'était le manque d'outillage au niveau rémunération. Ouais. Et c'est à ce moment-là, en 2020, que j'ai décidé de franchir le cap et de créer Figures. Trop bien, 49 secondes. Pas mal. T'es dans les temps, t'as justement quelques petites secondes pour aussi nous parler de Figures. T'as 2 mots à nous dire là-dessus? Ouais, mais tu en as parlé un peu en introduction. On essaie de créer une plateforme un peu complète de gestion de la rémunération. Et encore une fois, la manière simple, c'est j'essaie de créer l'outil que j'aurais rêvé avoir en tant que DRH quand il s'agissait de gérer la rémunération plutôt que de le faire avec des centaines de fichiers Excel en pagaille, etc. Trop bien. Encore une fois, je suis ravi de t'accueillir. Peut-être pour commencer, la rémunération, on le sait, c'est toujours un peu un sujet tabou. Et j'ai une question peut-être pour toi, pour commencer. Qu'est-ce que tu dis si à un dîner, tes amis te demandent combien tu gagnes? Non, moi personnellement, j'ai aucun problème là-dessus. Et j'ai aucun problème. Je pense que j'en aurais eu plus il y a, je pense, 7-8 ans. Mais entre-temps, donc ma dernière entreprise, la startup Comet dont je parlais, ainsi que Figure, nous, on a la particularité d'être 100% transparent. Donc on est 100% transparent sur l'intégralité des salaires. Et je pense que ça m'a pas mal changé mon approche à la rémunération. Et tu le disais en intro, ça m'a pas mal déconstruit mon rapport à la rémunération qui, culturellement, en France, est quand même très basé sur le secret, en fait. Ouais. Donc je pense qu'il y a quelques années, j'aurais eu plus de problèmes, comme beaucoup de Français. Mais maintenant, je suis un peu plus à l'aise pour en parler. Et aujourd'hui, du coup, en entreprise, si on te demande, ou du moins peut-être tout le monde a déjà accès à ta rémunération. Exactement. Ouais, exactement. Donc tout le monde en interne connaît les salaires de tout le monde, connaît mon salaire. C'est le cas depuis le début de Figures, c'était le cas dans l'entreprise d'avant. Ce qui n'est pas forcément, on y reviendra un peu après, que je conseillerais à toute boîte. Mais en tout cas, nous, c'est un fort parti pris culturel dès le début, cette transparence absolue. Et donc oui, c'est le cas. On en a parlé déjà dans la saison 1 de ce podcast où on avait reçu Jamel Sabeg qui était responsable Comp & Ben chez Sephora Monde. Et on se disait qu'effectivement, il y avait cette notion culturelle du tabou de la rémunération, qu'il y avait aussi des écarts entre des générations. On a une génération peut-être aujourd'hui qui arrive sur le marché du travail qui est peut-être plus à l'aise avec cette transparence. Complètement. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer, la perception de la rémunération en entreprise. Ouais, complètement. En fait, je pense que pour le coup, tu as mis le doigt dessus. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment générationnel, de l'accès et de la demande de transparence qu'on peut lier à des mouvements un peu plus
de société dans l'accès, dans le droit à l'information sur les résultats des entreprises, les changements environnementaux, etc. C'est-à-dire les gens, je pense, ne se satisfont plus de juste non, mais c'est pas ton sujet, tu n'as pas le droit de savoir. Non, les gens, les citoyens éclairés, toutes ces notions-là d'avoir beaucoup plus d'informations de la part de l'État, de la part des entreprises, donc ça s'inscrit là-dedans. Il y a un aspect générationnel, et tu l'as mentionné un peu en teaser, il y a un aspect en plus légal qui va complètement accélérer ça en fait. C'est exactement ma prochaine question. On va y être amené, on va y être obligé. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un peu un topo sur justement ce qui arrive sur la transparence des salaires ? Ouais, j'aime bien parler ça fait un peu dramatique, mais de l'ère de la transparence des salaires. Mais en fait, on a commencé à rentrer dedans, principalement avec ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 1 an et demi, 2 ans, où de plus en plus d'États sont en train d'adopter des lois sur la transparence des salaires. Donc en gros, qu'est-ce qu'elles impliquent ces lois ? Elles impliquent principalement d'amener plus de transparence dans la rémunération, et notamment des employeurs envers les candidats et envers les employés. Aux US, ça se résume beaucoup sur le fait de publier les fourchettes de salaire, notamment sur les offres d'emploi. Et donc déjà, en fait, ça a quand même beaucoup transformé le monde de la rémunération aux US dans le rapport des candidats, des employés à la rémunération et l'accès des informations auxquelles ils n'avaient pas accès avant. Ce qui est par ailleurs, en fait, est assez paradoxal quand on y pense. Je pense qu'en fait, quand on se projette dans quelques années, dans des dizaines d'années, demain, mais demain, c'est aujourd'hui, comme tu disais en intro, on regardera à l'époque actuelle et l'époque passée de manière assez anormale. Est-ce que c'est normal d'aller postuler à un job et de ne découvrir le salaire qu'on t'offre qu'à la fin de 3, 4, 5, 6 entretiens ? Bien sûr. En fait, moi, toujours, je dis, c'est comme si tu allais visiter une maison ou tu allais au supermarché, tu remplis ton caddie, tu arrives à la caisse, et en fait, c'est à ce moment-là que tu découvres le prix de tes trucs, et puis tu es là, ah bah non, ouais, si c'est ce prix-là, je prends pas. Ça paraîtrait anormal. Et je trouve que c'est dingue que c'est paru à tout le monde normal de découvrir des salaires qu'à la fin du processus. Donc, si tu veux, je pense que c'est quelque chose de normal et c'est le sens de l'histoire. Mais donc, pour revenir un peu sur le concret, ça a commencé aux US. Les lois là-bas qui obligent les employeurs à être plus transparents. Et le gros changement, c'est une directive européenne qui est passée en juin dernier et qui dit que tous les États membres, dans les 3 prochaines années, donc d'ici plus tard, juin 2026, devront implémenter des lois dans chacun de leurs pays qui vont pousser les employeurs à être encore plus transparents que ce qui est le cas aux US. Envers les candidats, les fourchettes de salaire, il y a pas mal d'éléments, on pourra peut-être revenir dessus, qui vont complètement changer le rapport à la rémunération et changer la quantité d'informations que les gens, candidats comme employés, vont avoir à leur disposition. Tu disais au plus tard juin 2026. Ouais. Pourquoi c'est un sujet d'aujourd'hui ? C'est un sujet d'aujourd'hui pour 2 raisons. Déjà, c'est au plus tard. Une directive européenne, c'est le Parlement qui dit, en gros, vous avez 3 ans pour vous mettre en ordre de marche, tous les États. Mais 3 ans au plus. Et en fait, il faut savoir que des États vont s'en emparer avant. Par exemple, en France, nous, on a des informations un peu gouvernementales de seconde main qui dit que ça va passer au calendrier 2025. Et notamment, une des raisons pour laquelle ça va passer avant 2026, c'est que le sujet de l'égalité salariale homme-femme, c'était un des sujets du quinquennat de Macron lors de son élection, donc il veut s'emparer du sujet. D'ailleurs, Elisabeth Borne, avant son départ du gouvernement, a annoncé la refonte de l'index EGAPRO d'ici 1 an, en fait. 1 an ou 15 mois à peu près. Et dans cette refonte de l'index EGAPRO, il va avoir des éléments de la directive européenne. L'obligation de publier des écarts de salaire moyen homme-femme, plus d'informations sur qui reçoit des primes entre les hommes et les femmes, quel montant moyen, etc. Ça, c'est des éléments qui viennent de la directive européenne. Et donc, ça va arriver plus vite que prévu. Pas forcément, c'est pas forcément un sujet de 2026, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est super important, c'est que les changements, ils sont majeurs, en fait. Quand il va avoir, en fait, il faut s'imaginer qu'il va y avoir un coup de projecteur sur les pratiques de rémunération de l'entreprise qui étaient jusqu'à présent très opaques, et notamment en France, parce que culturellement, c'est pas un sujet dont on parle, en fait. C'est pas un sujet dont les gens parlent. Et quand on va mettre un coup de projecteur sur les politiques de rémunération d'entreprise, d'un seul coup, en gros, moi j'aime bien parler des squelettes dans les placards, quoi. Il y a des choses qui vont être exposées au niveau des entreprises, des inégalités de salaire, des écarts de salaire énormes et injustifiés. Et donc il faut prendre du temps pour les mesurer, les corriger avant que ce soit le cas. Parce qu'en fait, les entreprises qui ne seront pas prêtes à ce moment-là, je pense que ça va être dramatique. Des entreprises qui vont devoir commencer à publier plus d'informations sur leurs écarts internes, et les gens vont se dire, attends, mais en fait, moi, je suis payé 15% de moins que la moyenne de mes collègues au même poste, ce qui va devoir être publié. Ça va être terrible. Donc, il faut anticiper au maximum, en fait. Et du coup, concrètement, ça change quoi pour les RH ? Enfin, c'est les RH qui sont en charge de ces choses-là, avec, bien sûr, la direction, mais... c'est un sujet ça change. RH, c'est ça, en fait. Ça rajoute déjà une charge de travail énorme. Parce qu'il va falloir, va falloir se préparer à, demain, s'il y a plus de transparence, que ma politique salariale est un peu mise en lumière. En fait,
qu'est-ce qui va être mis en lumière? C'est quoi les écarts en interne? C'est quoi les zones d'ombre sur lesquelles je suis pas vraiment à l'aise? Des écarts injustifiés de manière générale, mon écart de salaire homme-femme, des gens qui sont historiquement mal payés, moins bien que leur père. Tous ces sujets-là, en fait, déjà, il va falloir le mesurer, parce que pas mal de boîtes ne font pas. Il va falloir tenter de le corriger au maximum avant de devoir rendre tout ça public. Et ça, c'est une quantité de travail énorme. Et ça fait peur un peu du coup au RH, ces sujets-là. Ouais, il y a beaucoup c'est majoritairement, je pense qu'il y a une vraie dualité dans la manière dont les RH abordent ce sujet-là, qui est, je pense que fondamentalement, au niveau personnel, toutes et tous sont assez d'accord sur le fait que c'est une bonne chose. Je disais, c'est le sens de l'histoire. Ce que je disais, c'est pas normal que les gens n'aient aucune idée de quelle fourchette de salaire ils peuvent prétendre, ou où ils se situent dans leur propre fourchette de salaire. C'est pas normal. Fondamentalement, je pense que la plupart des RH le savent, et que c'est une bonne chose, encore une fois, au niveau un peu, je vais pas dire empirique, mais aspirationnel. Par contre, au niveau concret, c'est juste énormément de boulot, en fait. Ouais. C'est énormément de boulot pour l'entreprise et pour les RH, et ça fait pas. Ouais, c'est évident. Et si on revient un petit peu, du coup, sur... on a parlé du recrutement. On parle beaucoup des fourchettes de rémunération. C'est quelque chose qui est de plus en plus... qu'on commence à voir quand même de plus en plus. Le recrutement, c'est un vrai catalyseur aussi, parce que c'est là où tu peux créer des gros gaps. Les plus gros gaps se font souvent au recrutement, en fait. C'est souvent l'endroit où on crée les écarts de salaire injustifiés au sein de l'entreprise. Et notamment les écarts au même poste. C'est vraiment très souvent au recrutement qui sont faits. C'est là où on crée ces plus gros écarts-là. Et du coup, tu as des conseils, toi, pour travailler là-dessus? Sur éviter ces gaps dès le recrutement? Ouais, je pense que c'est vraiment un des premiers postes de travail, une fois qu'on a bossé un peu sur sa politique de rémunération, c'est dire, OK, au niveau du recrutement, comment ça se passe chez moi? Parce que ces écarts énormes que je crée, et qui ont été créés d'ailleurs ces dernières années, en fait, quand le marché allait super bien, qu'il y avait la course à il faut recruter, c'est là où on fait venir des gens, des salaires qui sont disproportionnés par rapport aux gens historiquement en place, et ces écarts-là, en interne, avant de parler sur comment les éviter, il faut vraiment se dire, j'ai une équipe de 10 personnes, je fais venir une 11e personne qui est, parce qu'il fallait recruter, parce que 20% au-dessus de tout le monde, demain, dans l'ère de la transparence, là maintenant, ça ne se sait peut-être pas en fait. Et d'ailleurs, les entreprises font tout pour que ça ne se sache pas en fait, dans ce cas-là. Parce que demain, quand ça va se savoir, en fait, ça va faire une personne potentiellement contente et 10 frustrées de savoir qu'elles sont bien moins payées que celle-là. Et donc, l'impact sur l'engagement et tout, il est énorme. Donc en effet, il faut éviter ça. Sur le recrutement, déjà, il y a la partie avant d'arriver au processus d'offre, qui est un peu le plus critique. Il y a toute la partie en amont, et notamment la publication des fourchettes de salaire sur les offres d'emploi. C'est inévitable. Ouais. Les études montrent déjà qu'aux US, les boîtes qui ont été à la bourse sur ce sujet-là, qui ont été les dernières à se mettre à publier les fourchettes de salaire, avaient 2 fois moins de candidats que celles qui le faisaient. Et les boîtes qui l'ont fait en premier, au contraire, en fait, il y a un vrai gain à la transparence. Donc déjà, mon premier conseil, c'est, maintenant que vous savez que c'est inévitable, cette publication de fourchette de salaire, il y a un gain à être parmi les premiers à le faire, parce qu'il y a un vrai gain de marque employeur à être parmi les premiers à être transparent. Alors qu'au contraire, il y a une vraie pénalité à être parmi les derniers, d'avoir moins de candidats, etc. Donc déjà, se mettre en ordre de marche pour se dire, OK, c'est quoi le timing sur lequel je peux viser à être prêt à publier ces fourchettes de salaire maintenant que je sais que je vais devoir le faire. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet qui est le plus important dans le vecteur de création d'équité ou d'inéquité, c'est cette offre. Comment je fais pour faire des offres équitables ? Déjà, il faut le faire dans le cadre d'une politique de salaire structurée. J'ai défini mes fourchettes de salaire par poste, par niveau de seniorité, par localisation. Donc, je sais ce qui me paraît être équitable et aligné à ma politique de rémunération. Mais ensuite, souvent, un des principaux biais qui se crée à l'embauche, c'est la négociation, en fait. Ouais. Et c'est le biais Parce que tu as des candidats qui arrivent en disant, voilà, moi, sur le marché, j'ai des offres à temps. Exactement. Ouais. Que ce soit vrai ou pas. Et en fait, comme tu dis, c'est marrant qu'il y ait deux choses. Donc, tu dis des candidats, et d'ailleurs des candidats plus souvent que des candidates. Je l'ai mal fait un peu de manière préliminaire, mais cette directive européenne sur la transparence des rémunérations, elle vient du groupe de travail sur l'égalité salariale homme-femme. Donc la jeunesse de ces lois, c'est de réduire les inégalités de salaire homme-femme. Une des plus grosses raisons pour lesquelles il y a des inégalités de salaire, c'est que, faute d'information, il y a beaucoup de place laissée à la négociation lors de l'embauche, et en moyenne, les hommes négocient plus que les femmes, et à demande égale, ils obtiennent plus souvent ce qu'ils demandent. Et donc c'est pour ça qu'on crée des écarts de salaire injustifiés. C'est pas que homme-femme de manière générale, mais déjà homme-femme, ça crée un énorme biais. Et deux, en effet, qu'est-ce qu'on récompense quand on récompense la négociation ? On récompense les gens qui négocient le mieux. Et est-ce que vraiment, quand j'embauche un développeur, quelqu'un faire ça, je devrais valoriser cette capacité à négocier ? Non. Donc au minimum,
il faut qu'il y ait un minimum d'impact de la négociation sur l'offre qui est faite. Et comment faire ça? Il y a honnêtement, une des façons les plus simples, entre guillemets, de le faire, c'est que la personne qui suggère l'offre dans une entreprise un peu structurée, souvent, on va avoir, par exemple, un HR business partner qui va bosser avec l'équipe Talent Acquisition, recrutement pour faire une offre. Ce qui est bien par exemple, c'est de proposer à ces HR business partners de ne pas connaître les prétentions des candidats ou des candidates au moment de faire une offre. C'est-à-dire d'avoir un processus interne où la recruteuse peut venir à la HR business partner en disant j'ai ce candidat à qui je veux faire une offre, je vais pas te dire ses prétentions, combien tu lui offrirais vis-à-vis de son CV, vis-à-vis de notre fourchette de salaire interne, vis-à-vis des gens qu'on a en poste. Et ça permet de faire en sorte que l'offre initiale soit pas biaisée par les candidatures. Et au moins, en fait, ça permet d'objectiviser le processus de décision et pas dire peut-être que j'aurais donné 60, mais la personne m'a dit s'il y a moins de 70, 75, je signe pas. Et c'est un poste que j'ai ouvert depuis 4-5 mois et j'ai la pression, j'en ai marre. Et en fait, je vais plus ou moins m'auto-convaincre que je peux faire 70 000, 75 000 et ça passera. Il faut éviter ça. Surtout qu'après, c'est difficile de réduire ces écarts. On peut pas réduire le salaire de quelqu'un. Ou alors, on peut le faire avec son accord. D'ailleurs, moi, je l'avais fait. Je l'ai fait 2 fois dans ma carrière. Mais c'est quand même des occasions très très rares de dire à quelqu'un, en fait, désolé, on s'est planté, on est sous-payé. Moi, j'avais dit, en fait, on était en période d'essai, on s'est aperçu que tu étais bien trop haut, on pense que tu es bon, mais pas à ce niveau-là. Donc, soit tu restes à tel montant, soit tu pars. Mais ça, je pense que c'est 0,001% de tous ces cas-là. Et donc, oui, on revient sur le cas de tout à l'heure, l'équipe de 10 personnes plus la 11e trop payée. Une personne largement surpayée, l'impact n'est pas que sur elle, mais sur tous les autres. Ouais, bien sûr. Et même sur elle aussi, parce que souvent, tu vas dire, tu vas faire quoi en fait? Tu vas dire, cette 11e personne, tu vas dire, en fait, on freine ou on arrête ta progression de salaire parce qu'en fait, tu es vachement payé comparé aux autres. Donc, la personne peut être frustrée. Surtout si on lui a pas dit à l'embauche, attention, l'offre qu'on te fait, elle est vraiment super élevée. Donc, une fois que tu seras en poste, tu vas pas beaucoup progresser au niveau du salaire. Et les 10 autres, tu peux leur expliquer ce que tu veux. C'est assez humain de se dire, non mais moi, je vais être payé comme la 11e. Donc, tu te retrouves avec presque 11 frustrés au final. Ouais, je vois. Et du coup, sur les sujets de rémunération, il y a ce gap qu'on peut créer au moment du recrutement. Il y a ce point qui est intéressant au moment du recrutement. Après, comment ça se passe pour faire évoluer les rémunérations? C'est via des revues de performance, on récompense... les revues annuelles de salaire, c'est souvent le moment. Il y a vraiment ces 2 moments clés dans la rémunération. C'est quelle offre tu fais à l'embauche et qui, encore une fois, pour plein de raisons différentes, est celle où tu peux créer le plus d'inégalités. Et après, il y a les revues annuelles. Donc, c'est les revues de salaire où tu peux un peu faire ces corrections-là. Mais déjà, souvent, les budgets alloués aux revues annuelles fait que tu as moins de marge de manœuvre qu'au recrutement. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'insiste sur le plus important. Un des éléments les plus importants, c'est de s'assurer qu'on ne crée pas ces écarts en entrée. Ouais. Parce que, quoi qu'on fasse au niveau des revues de salaire, et on va en parler juste après, c'est le vase percé en fait. Si tu fais des super revues de salaire équitables, etc., mais que derrière tu fais que créer de l'inégalité à l'embauche, c'est une fuite en avant, on n'y arrivera jamais. Mais donc si on zoome sur les revues de salaire, ce qui est super important, c'est qu'elles soient le plus équitables et le plus objectif possible. Donc déjà en fait, il y a un truc assez simple, c'est de se dire, si on prend un peu de recul sur ce que va amener ces lois sur la transparence des salaires, et même le contexte, parce qu'au-delà des lois, sur la transparence, il faut se dire qu'on va rentrer dans un monde où on va avoir plus de transparence de manière générale. Ce qui se passe aux US, c'est super intéressant. Et promis, je reviens sur la question des revenus de salaire derrière, mais en plus des lois et des obligations des employeurs, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu as des influenceurs sur TikTok, Instagram, etc., qui coachent les candidats et les employés en disant hey, vous savez, est-ce que tu es quelqu'un qui bosse dans l'État de New York? Une loi comme ça est en place. Si tu peux aller voir ton employeur en invoquant la loi numéro 72B, en lui demandant plus d'informations sur ta rémunération comparée à celle de tes collègues et en sachant qu'il doit répondre dans un mois, etc. Ouais. Donc ça, c'est le monde de demain. On parlait du côté générationnel. Au moment où les lois seront en place, au-delà des obligations légales, vous allez avoir tellement d'informations disponibles de gens qui vont dire aux employés et aux candidats hey, vous pouvez utiliser les lois actuelles pour aller exiger plus d'informations. Ça va vraiment transformer, c'est pas qu'une obligation légale, ça va être un changement comportemental et un changement de marché. Et donc, qu'est-ce que ça va amener? L'élément principal, c'est que il va falloir que les employeurs aient à se justifier de leur décision de rémunération. C'est le point essentiel. Pour moi, l'impact principal de ces lois, c'est qu'il va falloir justifier ces décisions de rémunération. Ce qu'on n'avait pas à faire forcément historiquement. Dire, tiens, on te donne telle augmentation, c'est pas trop ce que gagnent les autres, etc. Demain, il va falloir justifier. Et donc, en fait, en partant par là, quand je fais mes revues de salaire, il faut être capable de se dire comment est-ce que je suis capable de justifier telle décision, telle ou telle décision. Et donc, on en arrive à, si vous êtes dans une entreprise
où les processus de rémunération, c'est je donne un budget au manager et il a 7-8 personnes à revoir et il fait sa sauce et bon, mais après il nous dit ce qu'il a envie de faire et basta quoi. C'est un processus qui va pas tenir longtemps. Ouais. Parce que, et c'est ce qui se passe dans plein d'entreprises, t'as un manager qui va dire bah, moi je donne 2% à tout le monde parce que j'ai pas trop envie de faire de différenciation, je fais un peu du saupoudrage. T'en as un autre qui dit bah non, moi je donne 2 grosses augmentes à mes 2 stars et les autres ils ont rien ou quasiment rien. Et donc tu crées des décalages en interne entre les managers et tu crées des trucs qui sont durs à justifier par la suite. Et donc il faut, en partant de cet élément de comment j'arrive à justifier toutes mes décisions de salaire, que ce soit à l'embauche ou au moment des revues de salaire, en fait tu dis ok, bah en fait il faut que je structure ma campagne de revue de salaire, il faut que je l'objectivise. Moi, ce que je trouve qui est une des manières les plus simples, les plus équitables et les plus objectives de le faire, c'est en effet de le lier aux campagnes de revue de performance qui sont présentes dans pas mal d'entreprises. Dire, ok, en fait, je prends le résultat de la campagne de revue de performance, souvent un note d'évaluation aux attentes, au-dessus des attentes, etc. Je prends un deuxième élément qui est important, c'est où la personne se situe, notamment dans sa fourchette de salaire. Et j'utilise ça pour suggérer des augmentations de salaire qui sont assez objectives, parce qu'elles sont basées sur des faits objectifs, et assez équitables. Et au minimum, ça devient des suggestions que les managers peuvent revoir, mais je pense que le rôle des RH, il est essentiel là-dedans. C'est d'arriver à suggérer de manière objective des augmentations individuelles sur la base d'éléments, encore une fois, objectifs, comme la performance. Je trouve que le positionnement dans les fourchettes de salaire, c'est l'élément essentiel. Après, ce qui est marrant, pas forcément, mais c'est... Nous, on a fait une étude avec OpinionWay sur l'entretien annuel à l'époque, et on voyait qu'en fait, il y a quasi un salarié sur 2 qui trouve que c'est beaucoup de subjectivité, quoi. Ouais. Et donc, en fait, on se dit il faut baser la REM sur des évaluations objectives, et à côté de ça, on trouve que nos évaluations aujourd'hui sont trop subjectives. Ouais, mais c'est génial que tu mentionnes ça, parce qu'en effet, quelque chose que les gens ne voient pas forcément venir, c'est l'impact de la transparence des salaires ne va pas être que sur la politique de gestion de la rémunération d'entreprise. En fait, ça va être un point d'entrée qui va impacter plein d'autres processus RH, dont les revues de performance. Parce que exactement ce que tu dis, ok, bon, transparence des salaires implique que je dois un peu structurer ma politique de rémunération, structurer ma campagne de revue annuelle, donc je vais faire quelque chose d'assez objectif, comme je prends le résultat des revues de performance, sa position dans les fourchettes de salaire et je fais des augmentations individuelles. Mais qu'est-ce que va être la remarque suivante des employés ou des représentants du personnel, par ailleurs? Ça va être, ok, mais et la campagne de revue de performance, comment vous assurer qu'elle est aussi objective que possible, etc. Donc un des impacts indirects de ces lois sur la transparence des salaires, et c'est pas intuitif, sauf quand on se projette un peu, ça va être que tous les éléments qui vont être utilisés pour la détermination du salaire, comme les revues de performance, vont être mises sous pression. Ouais. Parce que si on les utilise comme ah bah tu vois, tu as été noté en dessous des attentes, donc t'as pas d'augmentation, ben ce coup ça va être attends, pourquoi je suis au-dessous des attentes et comment vous assurer que c'est un processus objectif et faire. Et donc en fait, un des gros chantiers, ça va être de bosser sur les revues de performance. Ouais, on en a parlé dans le dernier épisode du coup avec Jessica sur les People Review. C'est un moment aussi important où on va pouvoir allier à la fois performance, potentiel et avoir... ce qu'elle disait, c'est aussi que ces People Review, elles vont permettre d'arriver en entretien ou en revue de salaire avec des choses concrètes, un résultat concret à communiquer aux salariés. Et là, on était un peu négatif, mais moi, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis des années. J'ai écrit Théo, on avait ce notion-là, les revues de performance sur les 2 derniers cycles et le position dans la fourchette de salaire nous permettaient de suggérer une augmentation individuelle par personne. Et en fait, ça devenait la suggestion qu'on poussait au manager et ensuite un objectif de, au maximum, 10% de ces suggestions doivent être revues par les managers. Donc, c'est-à-dire que 90% de ces augmentations étaient suggérées par cette matrice qui est en fait une matrice, un algorithme en fonction de performance. Et franchement, c'était super bien perçu parce que ça permet d'être transparent. Ça permet d'aller dire, en fait, Paul, tu vois, tu as eu 4,3% parce que ton rating, c'était ça. Ta position d'un salaire, dans la fourchette de salaire, c'était ça. Et donc, voilà l'augmentation que tu as eue. C'est quelque chose qu'on a appliqué pour tout le monde pour tenter d'être équitable et objectif avec tout le monde. Et en fait, franchement, c'est bien mieux que, on avait un budget et puis le manager a décidé. Donc, tu as eu 4,2. Peut-être qu'à côté, il a eu 4,3, mais c'est le manager qui décide. Donc, oui, c'est quand même super sain d'amener ce critère objectif, etc. Ça va faciliter les discussions avec les salariés. Par contre, il va falloir ensuite expliquer ces revues de performance. C'est aussi un des objectifs du coup de Figures, fournir ces données-là. Tu as travaillé initialement sur un marché
assez start-up au Ouais. début de Figures, Ouais. parce que ça parlait peut-être plus à ces boîtes-là. Comment tu vois aujourd'hui l'évolution vers d'autres entreprises? Est-ce que tu as d'autres entreprises qui sont intéressées par cette transparence-là? Ouais, en fait, on a commencé par les startups. C'est assez marrant là-dedans parce que quand j'étais DRH de startup, au-delà de l'outillage autour de la rémunération, le fait de pouvoir tout gérer, que le fait que la rémunération se gère dans les entreprises actuellement de la même manière qu'elle se gérait il y a 20 ans, vraiment, enfin, au niveau outillage. Contrairement genre aux revues de performance où moi j'ai connu au début de ma carrière des revues de performance sur papier et ensuite des super outils pour le faire avec des workflows, la rémunération ça n'a jamais changé. Donc c'était un des problèmes avec Figure. Le deuxième problème, c'était qu'à l'époque en startup, il n'y avait pas de données de marché sur les startups. Ouais. Et c'est dur, on reviendra peut-être ensuite derrière, de faire une politique de rémunération juste et efficace et objective si on n'a pas les données sous-jacentes. Donc ça c'est un point vraiment essentiel. Et donc j'ai dit, le premier pas de Figure, ça a été, on fait un benchmark des rémunérations, c'est-à-dire qu'on agrège les données de salaire des startups. C'est comme ça qu'on s'est lancé. Mais derrière, on a commencé à faire des briques d'outillage, de création des fourchettes de salaire, etc. Et en fait, c'est au-delà d'avoir voulu changer, d'aller ailleurs que les startups, c'est des plus grandes entreprises qui sont venues. En fait, ces plus grandes entreprises sont venues à nous, plus matures, en disant nous, on réalise bien qu'on a soit des problèmes de données, soit des problèmes d'outillage. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe actuellement. On a de plus en plus, en fait, notre marché cible, c'est plus les entreprises de taille moyenne que les startups. Parce que par définition, des entreprises plus anciennes ont potentiellement aussi plus d'écarts à corriger. Exactement. Et donc, c'est exactement ça. Et notamment, la publication de la directive européenne sur la transparence des rémunérations, les premières entreprises à se bouger, c'est pas les petites startups agiles qui se disent qu'elles pourront tacler le sujet assez facilement. C'est les premières à venir nous voir, c'est plusieurs groupes du CAC 40 qui se disent en fait 3 ans, c'est demain. Parce que moi, avec les écarts, les salaires historiques, comme tu le dis, durs à justifier que j'ai depuis des années, mais qui sont un peu passés sous le tapis depuis un moment, j'ai 3 ans pour les corriger. Et on prend cet exemple, j'ai des salariés dans les équipes qui sont 15 ou 20% surpayés comparé au reste de l'équipe, sauf que j'ai des budgets d'augmentation annuelle de 3%. C'est pas en un cycle ou 2 cycles de revue de salaire que je vais résorber tous mes écarts. Bien sûr. Et donc c'est les premières à être les plus inquiétées. Plus l'entreprise est grande et historique, plus elle a des chances d'avoir une inéquité historique depuis un moment qui a juste jamais été exposée au grand jour, qui va l'être. Et c'est celles qui sont plus inquiètes face à ces changements. Globalement, c'est un sujet qui va toucher tout le monde, tout type de boîte, et ça arrive très vite, quoi. Ouais, et donc la loi prévoit des paliers, comme souvent. Les plus petites boîtes vont être celles qui vont devoir se mettre à bouger en dernier. Mais encore une fois, ça ne va pas être un sujet de loi. Vous allez voir que, et d'ailleurs, pas mal de nos clients, certains connus de quelques centaines, quelques milliers de salariés, se disent « Ok, moi, maintenant que je sais que cette loi arrive, je veux être prêt en 2024 ou début 2025 à être transparent, à mettre mes fourchettes sur les offres d'emploi, avant que ce soit une obligation légale. » Et donc, en fait, surtout dans des marchés concurrentiels comme la tech ou potentiellement le conseil, etc., en fait, ce n'est pas la loi les premiers qui va pousser les entreprises à le faire, ça va être les concurrents. Parce qu'une fois que les premiers concurrents commencent à le faire, gagnent en marque employeur, ça va mettre énormément de pression sur les autres boîtes. Et quand les candidats vont aller plus postuler aux entreprises transparentes, celles qui ne sont pas, se disent « Ok, j'ai peut-être 2 ans avant que la loi m'oblige à le faire, mais je vais peut-être me bouger à le faire. » Et donc, c'est pour ça que même les plus petites vont être impactées par le changement de pratique du marché, pas dans 4 ans. Parce que dans 2-3 ans, les entreprises, notamment de la tech, etc., avant même ça, la norme, ce sera d'avoir les fourchettes de salaire sur les offres d'emploi. Donc au final, un cycle vertueux qui s'annonce vers plus de transparence pour tout le monde. Exactement, mais qui nécessite pas mal de boulot. Je suis conscient de ça, mais je pense fondamentalement, c'est vraiment vertueux. Top. Virgile, on arrive au terme de cet épisode. J'ai 2 dernières questions. La première, potentiellement, sur un conseil que tu donnerais au RH sur ces sujets de rémunération. Ça peut être des ressources, des articles ou n'importe quoi. Je pense que déjà, si les RH se préoccupent de ce sujet-là, c'est déjà une bonne chose. Mais ce que je vois comme est le principal problème, c'est un peu de lobbying interne pour avoir les ressources et le temps de bosser dessus. Parce qu'en fait, je vois pas mal de RH qui sont convaincus des chantiers à venir, mais qui disent juste en fait, trop. Ouais, voilà, mais en fait, à quel moment je me mets ça dans ma roadmap, j'ai déjà des millions de choses à faire en fait. Et donc le premier sujet, c'est d'apprendre à faire un peu du lobbying, un business case, un peu les éléments que je viens de présenter. C'est inévitable, ça va impliquer d'énormes changements. Il faut donc qu'on se bouge maintenant et que j'ai donc du temps et du budget pour me bouger maintenant. Avant de comment le faire, le plus important, c'est d'avoir le buy-in un peu de ces équipes dirigeantes, d'avoir les moyens associés. Donc c'est un peu apprendre à faire du lobbying, regarder House of Cards, saison 1, 2, etc. pour apprendre à avoir le budget nécessaire pour tacler ce sujet-là. Super, merci beaucoup Virgile pour ce conseil. La dernière petite tradition de notre podcast, c'est le passage de témoin. Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais bien voir ou entendre dans ce podcast ? Ouais, moi j'aimerais
pas mal que vous ayez Mathieu Birac, le DRH de Doctolib. Pourquoi ? Parce que déjà, en fait, c'est quand même une sacrée aventure. Hein. Doctolib, une sacrée réussite française. Je ne sais plus combien ils sont maintenant, 3500, peut-être 4000, 3 pays de mémoire. Et qui ont connu une croissance incroyable avec tous les enjeux qui vont avec. Donc je pense qu'il y a des choses à creuser là-dedans. Et en plus, toujours intéressant, c'est quelqu'un qui vient pas du tout du monde des RH en fait. C'est quelqu'un qui vient du business, qui a fait de l'expansion internationale et qui s'est propulsé en fait assez tôt dans sa carrière dans un monde RH. Et je trouve que c'est intéressant de voir les perspectives de quelqu'un qui vient pas de ce monde-là, qui se retrouve à la tête d'une boîte qui passe de, je sais pas, ils ont dû faire 500 à 3000 en 4 ans, 5 ans peut-être. Je trouve ça intéressant, il y a des choses à aller creuser. Super, merci beaucoup Virgile, je le contacterai de ta part et en tout cas j'étais ravi de te recevoir pour cet épisode. Je pense qu'on a donné plein de conseils actionnables pour les RH et encore une fois, demain c'est aujourd'hui. Merci Paul.